Donc alors voilà, en faisant du rangement au grenier cet été, nous sommes tombés sur cette valisette qui a appartenu à mon beau-père et dans laquelle nous avons trouvé cet appareil photo. Alors, on va regarder ensemble ce qu'il y a dans cette valisette. Donc comme je disais, il y a d'abord cet appareil photo que je vais sortir. Voici. Et il s'agit d'un appareil Exakta VX500. Donc en fait, c'est un appareil produit en Allemagne de l'Est dans les années 60-70. Et effectivement, ce modèle-ci, le VX500, est un modèle qui est sorti plus ou moins en 1970. Voilà. Donc ça est très intéressant. On regardera plus en détail le boîtier. Notons juste qu'il est doté d'un objectif ici, qui est très sympa d'ailleurs visuellement, et sur lequel il est indiqué OS Iena. Donc ça, on va aussi revenir là-dessus tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore trouvé dans cette valisette? D'abord, il y avait ici ce cylindre qui contient un objectif 135 mm. Je ne sais pas si on va savoir le voir. Voilà, un culminaire 135 mm 4.5. Et en continuant à puiser dans la valisette, qu'est-ce que j'ai trouvé? Eh bien, encore un autre objectif. Et là, il s'agit d'un Travenard, j'adore les noms qu'ils avaient à l'époque, un 85 mm et qui ouvre à du 2.8. Et alors, ce n'est pas fini pour les objectifs, parce qu'il y a encore un quatrième objectif, 3 plus celui qui était monté sur l'appareil. Et là, on est sur un Cassaron 3.5 qui ouvre à 3.5 et de 40 mm. Voilà. Donc ça, c'est déjà, on a donc un boîtier Exakta et 4 objectifs. Ensuite, en continuant à explorer cette valisette, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé ce beau petit boîtier ou pochette, je ne sais pas comment il faut dire, en cuir, dans lequel j'ai trouvé un autre viseur. Donc je reviendrai tantôt sur les viseurs, mais en gros, nous avons déjà un premier viseur qui était monté sur l'appareil, j'en ai un deuxième ici, et encore un troisième viseur. Un peu tout à fait différent celui-ci, vous voyez, c'est un prisme, on reviendra dessus plus tard également. Ensuite, qu'est-ce que nous avions encore? Nous avons des filtres. Deux filtres. Alors, un filtre orange classique, voilà. C'était du beau, c'était du solide à l'époque. Voilà, un filtre orange. Et un filtre UV. On connaît les filtres UV. Alors, ce qui est assez étonnant ici, c'est que comme on peut le voir ici, le filtre, il a jauni. Donc, je suis un peu étonné. Je sais qu'il existe, d'ailleurs, j'ai un objectif comme ça, qu'il existe des objectifs des années 70, entre autres, où en fait, on faisait un traitement anti-reflet, etc., des verres, avec des produits à base de, par exemple, thorium, donc des produits radioactifs. Et effectivement, ces objectifs sont légèrement radioactifs, mais rien de grave. Mais surtout, ils jaunissent. Ils jaunissent avec le temps. Et c'est facile à récupérer, c'est pas de problème. Il suffit justement de les exposer à des UV. Donc ici, je suis assez étonné de voir un filtre UV jaune comme ceci. Est-ce que c'est normal? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il était aussi traité avec ce genre de produits radioactifs? Je n'en sais rien. Ce que je vais faire plus tard, c'est que je vais effectivement le soumettre à des rayons UV pendant quelques heures et quelques jours et voir si cette teinte part. Alors, j'avais également trouvé dans l'appareil cette pellicule, Agfa CNS2, on y reviendra tantôt. Et pour terminer l'inventaire, nous avons, qu'est-ce que j'ai encore trouvé?
un posomètre. Il ne faut pas oublier que ce genre d'appareil à l'époque, en tout cas celui-ci, était full manuel, donc il n'y avait pas une once d'électronique ou d'électrique là-dedans. Et donc, il n'y avait pas de cellule, rien du tout, donc il fallait avoir un moyen de mesurer la lumière pour savoir comment régler l'appareil. Et c'est à ça que servaient donc ces posomètres. Et qu'est-ce que j'ai encore trouvé pour finir? Encore une pellicule, la même que celle qui était chargée de l'appareil, une pellicule Agfacolor CNS2, on y reviendra tantôt, mais on peut voir ici qu'il date de mai 78. Donc voilà, ça donne déjà une indication sur la dernière fois que cet appareil a été utilisé, ça a dû être quelque part dans la deuxième partie des années 70, donc il y a quasi 50 ans. Voilà. Alors un petit intermède ou interlude concernant cette pellicule Agfa-Gewart CNS2 que j'ai trouvée dans l'appareil. Donc on peut voir qu'il y a 20 pouces. Non, ce n'est même pas 20 pouces, ce n'est même pas ça. En fait, c'est du vin DIN ou 80 ASA, ce qui correspond en fait à du 80 ISO, comme on dit de nos jours. Et donc voilà, je me suis renseigné sur cette pellicule. En fait, c'est de la pellicule couleur, mais c'était un procédé Agfa propriétaire. Et en fait, il faut se dire qu'à cette époque-là, on est au tout début du lancement par Kodak du fameux processus C41 qui deviendra par après le seul et unique, quasiment, processus couleur, en tout cas pour tout ce qui est photocouleur, grand public, etc., et même professionnel. Et donc, à l'époque, Agfa était encore en train d'essayer de sortir sa propre chimie pour ses photocouleurs. Bon, ils sont très vite abandonnés, ils se sont très vite ralliés au C41, mais ici, c'est une pellicule qui date d'avant. Donc, je ne sais pas trop comment il faut la développer. Donc, je me suis renseigné. Alors, apparemment, il y en a qui ont eu du succès à développer ce genre de péloche au C41, mais à basse température, à 20 degrés au lieu de 38. Moi, je ne vais pas m'y risquer parce que d'abord, je n'ai pas fort envie de contaminer ma chimie de C41 ou de devoir les jeter à la poubelle. Ce que je vais faire, parce que j'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont du succès à développer cette pellicule, non plus en couleur, mais en noir et blanc, dans du bête Rodinal. Alors le Rodinal, c'est un développeur archi connu, c'est vraiment le tout-terrain, le 4x4, c'est le MacGyver des développeurs. Et donc, il y a des gens qui ont eu du succès à développer ça au Rodinal, et je crois que je vais plutôt essayer ça, mais du coup, ce sera en noir et blanc, mais bon, ce sera toujours marrant de voir ce que ça donne. Alors là, maintenant, si on s'intéresse un peu plus au boîtier, j'ai enlevé l'objectif pour que ce soit plus facile de voir. Je vois d'ailleurs qu'il y a une petite poussière à l'intérieur, on va vite nettoyer ça. Et première chose qu'on remarque, c'est que c'est du costaud. C'est du lourd, c'est du solide, c'est du métal. Et donc, la marque, c'est Exakta. Exakta, c'est une marque, comme je le disais tout à l'heure, d'Allemagne de l'Est, même si en fait, on voit d'ailleurs ici Horst Dresden, même si en fait, la société qui fabrique les Exakta est une société qui a été créée au début du XXe siècle, aux alentours de 1912, si je m'abuse, par un Hollandais, et qui avait appelé sa société Industrie- und Handelsgesellschaft, et c'est devenu par après le nom qu'on a retrouvé pour cette société, et on en reparlera plus tôt, mais je vous le montre déjà ici, qui est ce nom IHG. Donc en fait, IHG, c'est en allemand, c'est du phonétique pour IHG, Industrie Handelsgesellschaft. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Ils ont sorti toute une série d'appareils photo et ils ont été parmi les premiers, c'est pas le premier, j'en suis pas sûr, mais en tout cas parmi les premiers, à sortir un modèle réflexe. C'est-à-dire un modèle avec un miroir, comme on voit ici. Ici, il s'agit du VX500. C'est un des derniers qu'ils ont fait sous la marque Exakta, parce que par après,
Ils ont commencé à vendre sous d'autres marques, et puis je crois que finalement, ils ont été rachetés par des Japonais, enfin bref. Mais disons qu'en fait, c'est ce qu'on considère comme étant encore le dernier vrai exacta de la fin des années 60, et pour être tout à fait correct, plutôt début des années 70. Voilà. Donc c'est du costaud, c'est du solide. Que dire de cet appareil? C'est assez basique. Il y a un certain nombre de curseurs, comme celui-ci, qui permet d'indiquer la sensibilité du film de la péloche qu'on met dedans. Mais bon, il ne faut pas se leurrer, hein, il n'y a pas de cellules dedans. Donc c'est absolument, ça ne sert à rien sauf à se rappeler ce qu'on avait mis comme sensibilité. Mais c'est juste un indicateur, hein, donc ça a l'air costaud, ça a l'air d'être un machin avec de la mécanique dedans. Rien du tout, c'est juste un petit machin qui tourne et qui permet de se rappeler quelle était la sensibilité qu'on a chargée. Donc ça n'est couplé à rien du tout. Idem sous le dessous, pour ce bouton ici, cet énorme bouton qui permet juste simplement, par exemple ici, de dire, ben voilà, j'ai chargé de la pellicule noir et blanc, donc je le positionne comme ceci, et comme ça je me rappelle que c'est la pénoche noir et blanc. C'est énorme, c'est costaud, ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est que ça permet, comme c'est de la même taille ici que le bouton qui lui a une utilité pour la manivelle pour rembobiner le film. Et ici, ils ont rajouté ce machin de la même taille ici pour pouvoir le mettre sur un trépied. Donc du coup, ben, ça permet de, effectivement facilement déposer l'appareil. Mais encore une fois, c'est juste cosmétique. Alors, première chose qu'on remarque surtout avec cet appareil ici, hein, vous l'aurez peut-être déjà vu, c'est qu'en fait, on le recharge. Donc la manivelle pour recharger est à gauche, et non pas à droite, comme on a l'habitude sur la quasi-totalité des appareils argentiques. Et ça, c'est tout simplement parce que, alors je vais ouvrir l'appareil, alors il manque une petite bande ici là, de simili-cuir, mais je l'ai, donc je vais devoir la recoller. Et donc si j'ouvre l'appareil, si j'y arrive, c'est parfois un peu compliqué, voilà, si j'ouvre l'appareil, on voit en fait qu'on charge la pellicule neuve dans sa cassette du côté droit, et on la fait passer vers la gauche, et là, on la fixe sur la bobine réceptrice qui est ici. Donc c'est le contraire de ce qu'on connaît dans la toute grande majorité des appareils argentiques que nous connaissons aujourd'hui encore. C'est pas très grave, hein. Ça marche tout aussi bien. Le seul truc qu'il faut savoir, évidemment, c'est que tous les chiffres qui ont été pré-imprimés, entre guillemets, sur la pellicule pour indiquer les vues qui ont été imprimées sur la pellicule en usine, ben, du coup, tout ça sera foireux, évidemment, parce qu'en fait, on tourne dans l'autre sens. Mais c'est pas trop grave. Pour le reste, ben, que dire, si ce n'est que, ben, voilà, on peut le voir, c'est un obturateur à rideau. Alors, j'ai testé, je montrerai peut-être plus tard, j'ai testé les vitesses d'obturation, et je dois dire qu'à part la plus haute vitesse 500, ben, je dois dire que 55 ans après, elles sont encore toutes nickel. Et on voit d'ailleurs que l'appareil est nickel. Hein. À mon avis, il n'a pas beaucoup servi. Il est vraiment nickel. On voit aussi que c'est du costaud. Hein. C'est un peu du Panster Division. Comparé au machin en plastoc qu'on voit de nos jours, c'est vraiment costaud. Voilà, donc ça c'est pour l'arrière. Sur le devant, alors sur le haut, on remarquera donc qu'il y a ici encore un petit gadget, c'est un compteur de vue. En fait, l'idée, c'est qu'on positionne ce compteur, s'il fait bien, parce qu'il est assez compliqué, à mon avis, il est un peu rouillé à cause de l'âge. On le positionne, soi-disant, sur le nombre de vues qu'on a sur sa péloche. Et chaque fois qu'on prendra une photo, en théorie, s'il veut bien, il va... Vous voyez qu'il bouge, ok, c'est gentil, donc il a effectivement bougé. Bon, après, ça fait un peu foireux parce qu'il semble se remettre un petit peu. Enfin, bon, ça dépend des fois. Voilà. Ok. Donc, en théorie, ça va décompter. Et une fois que je serai à 1, ça veut dire que normalement, je n'ai plus de photos. Ça, c'est l'idée. Autre chose qu'on remarque ici, c'est le sélecteur de vitesse. Alors, on voit qu'on est limité ici à 5 centièmes de seconde.
hein, et on a donc les classiques 250, 125, 60, 30, et puis c'est tout. Donc plus bas que 30, on ne va pas. Il y a bien une position B, bulb, hein, donc pour prendre des photos de la durée indéterminée, enfin celle qu'on veut. Et entre le 30 et le 60, il y a une position ici qui indique flash. Alors, de mémoire, je crois que ça veut dire que c'est en fait c'est du 40, parce que je pense que la synchro flash se faisait au 40e. Donc voilà. Et ici, ici, il n'y a rien. Il n'y a pas de... Pour déclencher, il n'y a pas. Il n'y a pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, le déclencheur, il est ici, il est devant. C'est le bouton que nous voyons ici. Donc quand j'appuie ici dessus, hop, ça déclenche. Donc c'est comme ça que ça marche. Alors, c'est pas pour rien qu'ils l'ont mis devant, on comprendra tantôt avec l'objectif qui était monté dessus. Et donc voilà. J'ai même ici un petit loquet que je peux fermer, et comme ça je peux éviter de par erreur déclencher. Pour le reste, il n'y a plus grand chose. Il y a des prises synchro XF pour le flash. Bon, je pense que c'est pas encore grand monde. Et alors ici, vous voyez que c'est un montage déjà à baïonnette, c'est le montage baïonnette EXA, donc ce n'est plus du M42, mais c'est rudimentaire, hein, vous voyez, c'est juste une baïonnette, et ici il y a un petit machin sur un loquet qui permet de bloquer l'objectif. Voilà. Et voilà, et ça c'est l'objet, ça c'est le boîtier, donc finalement il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Il y a ici un loquet dont je n'ai pas encore parlé, mais je vais en parler tout de suite dans la prochaine séquence. Donc pour maintenant revenir au viseur, en fait, comme je disais, j'ai trouvé 3 viseurs dans la valisette. Celui-ci qui était monté sur l'appareil, ensuite un autre viseur ici, et encore un troisième qui est celui-ci. Et donc, si on commence par le viseur qui était monté, en fait c'est très simple, ça s'ouvre comme ceci. Et c'est un viseur par le haut, ou alors on dit aussi un viseur par la taille, on regarde par la taille. C'est-à-dire en gros que on ne regarde pas à travers un œilleton, mais on tient l'appareil photo devant le torse ou à hauteur de la taille, et on regarde par au-dessus dans le viseur pour voir l'image qu'on a. Donc ça donne une image assez grande, mais un des gros problèmes avec ce genre de viseur, et ça on y reviendra tantôt, c'est qu'en fait, heureusement le haut et le bas sont corrects, donc quand je bouge comme ceci, je vois effectivement, là, vous admirez la lumière, la lampe, je ne sais pas comment on dit, là, qui pend chez nous dans la salle à manger. Mais par contre, quand je tourne, regardez, je tourne l'appareil à droite, eh ben, l'image elle part à gauche. Vous voyez, donc en fait, dans le viseur, gauche et droite sont inversées. Bon, ça c'est un petit peu embêtant. Mais bon, je suppose qu'à l'époque, les gens devaient s'habituer. En plus, il y a ici une petite loupe qui permet de faire la mise au point plus clairement, parce que je ne sais pas si on va savoir le voir clairement ici, ça va être très compliqué, mais on verra mieux tantôt quand je vais démonter. En fait, au centre du viseur, il y a 2 cercles concentriques avec des microprismes qui permettent qui sont un aide à la mise au point. Voilà. Donc ça, c'est le premier. J'ai trouvé également, alors c'est très facile, hein, on appuie ici, hop, on l'enlève. J'ai trouvé également dans la même boîte un autre viseur qui est en fait, je pense, plus ancien. Voilà. Et qui, c'est exactement le même principe, sauf que, je ne sais pas si vous voyez la différence, je vous montrerai tout à l'heure, le verre de visée est plus grand. Et alors, j'ai ce qu'on appelle à l'époque un mode sport. Hein, parce que rappelez-vous, je vous ai expliqué qu'à l'époque, qu'avec ces viseurs-là, la gauche et droite étaient inversées. Vous imaginez bien que s'il fallait prendre des photos d'action avec des gens qui couraient ou je ne sais pas n'importe quoi, c'était relativement compliqué de penser à intervertir gauche et droite pour suivre. Et donc, on avait ce genre de viseur, comme ici. Voilà. En fait, c'est tout bête. Hein. On fait un petit trou devant, ici à l'avant. On fait un plus grand trou sous l'autre partie. Enfin, avant-arrière, c'est comme on veut. Et quand on regarde à travers, ça donne une bonne idée de ce qu'on verrait si on regardait par l'objectif.
sauf que là, du coup, gauche et droite ne sont plus inversées, et donc ça permet de plus facilement mettre au point des actions de sport, etc. D'où le nom mode sport. Voilà. Après, il y a quand même une différence encore entre ce viseur-ci et le précédent. C'est que, en fait, ce viseur-ci est d'abord plus ancien. Et en fait, il a un verre de visée qui est fixe. Donc, je ne peux pas le bouger, je ne peux pas l'enlever. D'accord ? Au passage, je vous montre ici de nouveau IHG Dresden. Donc, c'est bien un verre de visée qui a été produit par cette fameuse société IHG Industrie- und Handelsgesellschaft à Dresden. Alors, la différence avec l'autre viseur, hein, donc c'est que ce viseur-ci est plus récent, celui-ci, et je peux changer le verre de visée. Donc, je peux facilement enlever le verre de visée. Et vous pouvez voir, d'ailleurs, là maintenant on voit très très bien, vous voyez les cercles concentriques au milieu du verre Fresnel et qui vont être en fait une aide à la mise au point. Et ça me permet de faire le lien maintenant avec le troisième viseur que j'ai. Je vais peut-être lui remettre ça d'abord. Avec le troisième viseur que j'ai trouvé dans cette boîte, qui est ce viseur-ci. Toujours même chose, à IHG Dresden, Germany, encore IHG pour être sûr qu'on ait bien compris, d'accord ? Et là par contre, c'est plus un viseur par le haut, c'est un viseur à prisme. Le prisme, c'est quoi ? En fait, c'est un élément optique qui a été taillé d'une certaine manière, en forme de prisme, etc. Un peintre à prisme, on appelle ça, de façon à ce que lorsqu'on regarde à travers l'œilleton que je vois ici, par tout ce système, en fait, je vais arriver ici, et je vais donc voir ce qui arrive par le bas, par le verre de visée qui vient donc du miroir, je vais le voir correctement. Et c'est là que je disais c'est intéressant, parce qu'ici, je me retrouve aussi de nouveau avec un verre interchangeable. Donc, ça veut dire que, par exemple, mais par contre, celui-ci n'a pas de microprisme, n'a pas ces cercles circulaires, mais je vais pouvoir très simplement prendre le verre de visée de l'autre, et vous voyez que c'est en fait les mêmes, et je vais pouvoir mettre ce verre de visée, par exemple, ici dedans. Voilà. Et ça marchera très bien. Voilà, donc ça c'est un peu l'idée. Alors c'est clair que ça c'est plus moderne, c'est plus récent, donc effectivement les autres verres de visée que j'ai ici, ou les autres viseurs pardon, que j'ai ici, sont plus anciens, ils sont certainement plus anciens que l'appareil photo. L'appareil photo date de 1970, ces viseurs, ils ont commencé à les fabriquer dans les années 50, hein, d'accord. Ceci est plus récent et évidemment est nettement plus intéressant. Car plus facile et plus confortable. Voilà. Dernier petit détail, si on regarde ces deux verres de visée ici, on voit qu'il y en a un, en fait, je ne sais pas si on le voit, mais on peut le deviner, ça c'est du verre, c'est du costaud, ça c'est bêtement du plastique. Après, ça a peu d'importance, parce que finalement, ce ne sont que des verres de visée pour permettre la mise au point. Ces optiques-là ne sont nullement utilisées, évidemment, dans l'objectif pour la prise de vue. Donc finalement, on s'en fout un peu que ce soit en plastique ou en verre. Donc venons-en maintenant aux objectifs, et d'abord au premier objectif qu'on voit ici, qui est ce beau petit objectif ici. J'adore son look, à alternance de noir et d'argenté, enfin de chromé. C'est pas pour rien qu'on appelait ça des modèles Zebra à l'époque, c'était assez à la mode. Bon, c'est vrai que c'est assez sympa, je trouve que ça a de la gueule. Voilà. À part ça, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'un objectif, on voit ici Pancolar 2.50, donc déjà on se doute en voyant ça que c'est un objectif qui ouvre à f2 et qui est à 50 mm. Et alors, par contre, quand on voit Pancolar, mais les gens qui connaissent un tout petit peu les objectifs allemands, etc., savent que Pancolar, normalement, c'est la marque de fabrique de Carl Zeiss, le fameux Carl Zeiss. Et effectivement,
quand on regarde l'objectif, on voit nulle part Carl Zeiss. Et on voit juste ici Aus Jena. C'est assez intéressant parce que Carl Zeiss, la société Carl Zeiss, effectivement, était basée à Jena, en Allemagne. Donc, alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas Carl Zeiss? Tout simplement parce que, en fait, après la guerre, Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu la division de l'Allemagne entre les différents alliés, Jena se trouvait en zone russe, ou soviétique plutôt, et avant la division, et avant qu'il y ait le mur, etc., de Berlin, les Américains, en se retirant de cette zone où ils étaient présents avant la division, ils se sont retirés pour aller en Allemagne de ce qu'allait devenir l'Allemagne de l'Ouest. En fait, ils ont pris dans leur bagage une partie de Carl Zeiss. Donc ils ont pris des ingénieurs, ils ont pris des machines, ils ont pris des plans, tout ce qu'on veut. Ils ont pris tout ça avec eux dans leur bagage et ils ont été installés tout ça du côté de Stuttgart, donc en Allemagne de l'Ouest, dans un patelin nommé Oberkochen. Et on s'est donc retrouvé à ce moment-là avec deux sociétés Carl Zeiss. La société Carl Zeiss originelle de Jena, qui était en Allemagne de l'Est, et la nouvelle société Carl Zeiss, qui, elle, était à Stuttgart, en Allemagne de l'Ouest. Et donc, il y a eu des guéguerres, évidemment, entre les deux sociétés pour savoir qui avait le droit d'utiliser le nom Carl Zeiss. Et finalement, ils se sont mis d'accord, et cet accord stipulait, par exemple, que Carl Zeiss Jena n'avait pas le droit de vendre du matériel sous le nom Carl Zeiss en Europe de l'Ouest, parce que là, ça c'était le territoire de la nouvelle société d'Oberkochen. Oui. Et donc, ils ont dû trouver un autre nom. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va appeler, au lieu de les appeler quoi que ce soit, on va les appeler Aus Jena, venant de Jena. Parce qu'effectivement, voilà, Jena, c'est la ville d'origine où tout a commencé, toute l'histoire de Carl Zeiss a commencé. Donc, c'était vraiment pour dire, écoutez, voilà, vous achetez ici un objectif, Carl Zeiss, qui vient de l'usine d'origine de Carl Zeiss. Voilà, c'est ça l'idée. Ensuite, on voit qu'on a ici on a une espèce d'X300 ici, sur cet objectif. On va voir tout de suite à quoi ça sert. Pour cela, ce que je vais faire, je vais d'abord vérifier que j'ai une bonne ouverture. Oui, je suis sur du 11, donc c'est une ouverture qui est assez petite. Donc on va pouvoir voir ce qui se passe. Si je regarde à travers l'objectif, je vois que c'est clair comme ceci. Là, il est grand ouvert, malgré que j'ai mis un diaphragme sur 11. Et en fait, pour mettre le diaphragme sur 11, je dois appuyer légèrement sur le bouton que j'ai ici. Et hop, il se ferme. Et puis il s'ouvre. Il se ferme. Il s'ouvre. Donc ça, c'est déjà assez intéressant parce que je peux entre guillemets, programmer une ouverture. Ici, je vais la mettre sur 5-6. Et je vais fermer. Et vous voyez que, bon, il ferme, mais beaucoup moins, évidemment, parce que je suis sur 5-6 et plus sur 11. Hein, donc je vais le mettre sur 11, c'est plus facile, ou sur 8, allez, c'est plus facile à voir. Hop là. Et on voit la différence. Et donc, la grosse finesse, c'est qu'en fait, quand je monte l'objectif, hop, cette excroissance va se mettre pile poil devant l'obturateur. Et donc, quand je prends une photo, j'appuie plus sur l'obturateur parce qu'il est plus accessible. J'appuie sur le bouton qu'il y a ici. Alors, je vais remettre comme ceci. Je vais ouvrir l'arrière pour qu'on voit plus clairement ce qui se passe. Quoique, non, ce n'est pas nécessaire, pourquoi je dis ça. Donc, j'ai ici, et quand je vais appuyer sur le bouton, hop, vous voyez que l'objectif va se fermer. Je ne sais pas si je peux vous... Donc, vous voyez, je vais recommencer. Hop, on voit que l'objectif se ferme. Et quand je continue à appuyer, hop, il déclenche. Et la photo est prise. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça, c'est pour ce premier objectif qui était monté sur l'appareil. Alors ensuite, comme objectif, qu'est-ce que j'ai encore trouvé? J'ai trouvé d'abord, comme je disais, cet objectif-ci, qui est un 135 mm, qui ouvre à 4.5, Culminar, j'adore les noms qu'on donnait à l'époque aux objectifs, qui vient d'une société à Munich, Steinheil. Voilà. Alors, ce qui impressionne évidemment, après, ce n'est pas anormal, vu que ce n'est qu'un 4.5 d'ouverture,
c'est vraiment rien, quoi. Ce qui est tout à fait normal parce qu'il n'y avait aucun automatisme dedans, encore moins d'électronique, il n'y avait pas de type moteur, etc. Juste pour donner une idée, voilà, ça c'est donc ce 135. Et j'ai été chercher pour mettre à côté un autre 135. Ça c'est un 135 Minolta qui date aussi des début des années 70. Alors attention, quand je dis aussi, cet objectif-ci est probablement beaucoup plus ancien que le boîtier qui date lui du début des années 70. Je ne serais pas étonné que ce soit un objectif qui a été lancé dans les années 50 ou 60. Mais juste pour donner une idée, ça ici aussi, c'est un 135, mais pour le coup, donc c'est un Minolta, qui lui ouvre à 2.8. Ouais. Alors, toujours pas d'électronique, mais il y a quand même un petit peu de mécanique dedans, parce qu'il y a quand même le couplage qui doit se faire, hein, le couplage qui se fait avec le boîtier, ce qui n'est pas le cas ici dessus, il n'y a strictement rien du tout. Et alors, juste pour se faire une idée, je vous ai sorti mon 135 Sigma actuel, qui lui ouvre à, qui lui ouvre à 1.8. Et bon, vous voyez tout de suite la différence. Hein. Donc ici, j'ai 4.5 full manuel, il y a strictement zéro automatisme là-dedans, rien du tout. J'ai ici le Minolta 2.8 qui date aussi d'il y a une cinquantaine d'années, mais qui avait déjà un tout petit peu plus de mécanique à l'intérieur parce qu'il fallait pouvoir faire le couplage du diaphragme, donc voilà, il fallait quand même organiser ça. Et alors ici, vous avez ce caillou. Hein. D'abord, c'est un caillou parce qu'il ouvre à 1.8. Et puis, il y a des moteurs dedans, il y a de l'électronique, il y a plein de trucs. Voilà, il y a des connexions électroniques, on peut le voir. Donc, voilà qui fait la différence. Ça, c'était juste pour la petite histoire. Et donc, voilà. Et pour le reste, oui, quand je reviens à cet objectif ici, comme il est full mécanique, vous voyez, j'ai ici la bague de sélection du diaphragme. Quand vous regardez, vous voyez que voilà, c'est très simple. J'ouvre, je ferme le diaphragme. Donc, concrètement, ce qu'il fallait faire quand on voulait prendre une photo, et surtout en basse lumière, on était obligé de faire la photo, de composer, etc., à pleine ouverture, pour avoir le plus de lumière possible, et puis après, fermer le diaphragme à l'ouverture qu'on avait mesurée avec, par exemple, son posomètre, pour savoir exactement quelle ouverture il fallait, et à ce moment-là, on pouvait prendre la photo. Ensuite, et je vais d'abord passer au plus petit, parce que c'est exactement la même chose. Donc c'est exactement la même chose, d'ailleurs c'est de la même société Steinheil à Munich que le 135. On a ici, aujourd'hui on dirait un pancake presque, hein. C'est un tout petit 40 mm. Vous voyez, même principe, donc voilà, j'ouvre, je ferme le diaphragme. Voilà. Et entre les deux, j'ai un objectif qui est déjà un fifrelin plus évolué que les deux précédents, mais moins que celui-ci. Ça, c'est un 85. Et donc là, il ouvre, je ne sais plus à combien, je crois que c'était à 2.8, voilà, c'est ça. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je sélectionne ma vitesse d'obturation ici. Hein, donc je choisis par exemple ici une vitesse, si je choisis une vitesse, mettons, un diaphragme de 11, il est toujours ouvert. Regardez, je prends du 2.8, il est toujours autant ouvert. Donc en fait, ici, je pouvais présélectionner à l'avance déjà l'ouverture que je désirais, mais l'objectif restait à pleine ouverture, de façon à ce que je puisse faire ma mise au point, mon cadrage, tout ce que je veux, dans des bonnes conditions. Et ensuite, il fallait surtout ne pas oublier d'appuyer sur ce petit bouton que j'ai ici, et de tourner la bague pour effectivement, vous voyez, fermer le diaphragme. Donc là, on est quelque part entre les deux. Ça, c'est marrant. Voilà. Donc ça, c'est pour les différents objectifs que j'avais trouvés. C'est très intéressant, je trouve, de voir tout ça. Donc, voilà, en conclusion, la découverte de ce chouette appareil. J'ai déjà pris des photos avec. Ça a très bien fonctionné. Après, j'ai quand même remarqué qu'à un certain moment, le système ici bloque un peu. Donc, à mon avis, il va quand même falloir à un certain moment que je le démonte pour un petit peu regresser tout ça.
parce que c'est vrai que bon, il n'a pas été usé pendant 55 ans. Mais pour le reste, il est en état nickel. Et bon, ce qui est très chouette avec ce genre d'appareil, c'est que ça permet vraiment de retrouver les bases de la photographie et de se rappeler en fait comment on fait une photo. Pour ceux qui seraient intéressés de le savoir, ne comptez pas trop sur ce genre d'appareil pour devenir riche. Ce sont des appareils, des objectifs qu'on trouve relativement facilement sur eBay et ça tourne aux alentours des 100 euros. Donc ici, mettons que pour l'ensemble, je n'ai pas été vérifié sur eBay, mais pour l'ensemble d'appareils, de ces viseurs, ces objectifs et tout, je pense qu'on va difficilement dépasser les 200-300 euros. Enfin bon, ça c'est mon idée. Donc voilà, c'est plus pour la valeur sentimentale, ici, certainement, puisque ça appartenait à mon beau-père. Et puis pour le plaisir d'avoir ce genre d'appareil en main. Mais ne faites pas ce genre d'achat si vous espérez par après revendre ça 10 fois plus cher. Voilà.